Ne faites plus d'études. C'est direct comme titre, hein. Ça vient d'un livre qui fait pas mal parler de lui en ce moment. Oui, c'est une phrase choc, presque un cri d'alarme. Un peu comme, vous savez, dans le film Fuyez pauvre fou. C'est ça. Ça montre bien l'urgence que les auteurs ressentent face à l'IA, à cette vague qui arrive. Exactement. On va explorer ensemble des extraits de ce livre. Il remet vraiment en cause la valeur des études supérieures traditionnelles. À cause de l'IA. Oui, il parle d'une révolution cognitive, qui est déjà là en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qui écrit ça. C'est pas n'importe qui. Non, justement. Ce sont des universitaires, des gens très diplômés. On parle de 30 ans d'études à eux tous, des doctorats, des grandes écoles, des agrégations. Donc des gens du système. Voilà. Et ce sont eux qui tirent la sonnette d'alarme, par responsabilité, disent-ils. Alors notre but aujourd'hui, c'est de comprendre. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi les études classiques seraient contre-productives maintenant? Oui, et comment l'IA change tout, l'intelligence, le travail, et surtout, comment on apprend. Et voir s'il y a des alternatives, des pistes. Tout à fait. L'idée, c'est pas de dire que le savoir ne sert plus à rien, attention. Bon, bien sûr. C'est plutôt de comprendre comment apprendre différemment dans ce monde qui change si vite. Une autre manière d'apprendre, plus active peut-être. Oui, plus exigeante, individuelle, continue. Loin du modèle classique, quoi. Bon, alors, allons-y. Commençons par ce qu'ils appellent le tsunami de l'intelligence gratuite. Ils parlent de leur propre choc avec ChatGPT 3.5 fin 2022. Oui, une vraie sidération. Et l'accélération depuis, c'est fou. Il donne l'exemple des Olympiades de maths. Ah oui? En 2024, on prévoyait une victoire de l'IA vers 2026, peut-être plus tard. Et alors? Médaille d'or en juillet 2025. Ça va beaucoup plus vite que prévu. Incroyable. Et pour le dépassement du cerveau humain, les prévisions ont changé aussi. Ah oui, radicalement. En 2020, on parlait de 2100. Maintenant, le consensus scientifique, c'est plutôt 2031. 2031, c'est demain ça? C'est vertigineux. Même GPT-5 qui est sorti en août 2025. Au début, on disait moins magique. Oui, plus d'ingénierie, moins de miracles apparents. C'est ça, mais en fait, il est redoutable. Plus rapide, moins cher, très fort en code. Il est taillé pour l'automatisation, pour les entreprises. L'IA devient une infrastructure. Une infrastructure cognitive, comme ils disent. Oui, ce n'est plus juste un outil, c'est fondamental. La comparaison avec le feu est forte aussi. Une vraie transformation anthropologique. Oui, le feu a changé notre rapport à la matière, à l'énergie. L'IA, elle, change notre rapport à l'intelligence, à la décision, à la vérité même. On deviendrait des homo delegator. On délègue notre pensée. C'est un peu l'idée. Et ça mène à ce concept d'immigration cognitive, une image reprise de Harari. D'accord. C'est quoi cette immigration cognitive? Imaginez des milliards d'immigrants virtuels, avec des QI très élevés, qui arrivent d'un coup par la fibre optique, sans visa, sans frontières. D'accord. Mais la comparaison s'arrête vite. Ces immigrants-là, ils sont surqualifiés pour tous les jobs intellectuels. Ils ne cherchent pas à s'intégrer. Ils visent le remplacement. Exactement. Ils travaillent 24/7, sans salaire, sans pause café, sans RTT. Et ce qui est troublant, selon les auteurs, c'est le silence autour de ça. Pas de grand débat, pas de résistance. C'est ça, l'adoption est individuelle, presque cachée. Chacun l'utilise dans son coin. Pendant que les professions intellectuelles, les bastions cognitifs, Commence à trembler, oui. On voit apparaître un nouveau clivage, les humains normaux face aux intelligences non humaines. il y a un paradoxe là, non? Les inégalités entre une IA et un humain sont gigantesques, bien plus qu'entre humains. Oui, l'IA peut se cloner, apprendre en quelques heures, ce qui nous prend une vie, c'est fou. Et pourtant, Pourtant, ça ne crée pas de révolte, pas de mouvement massif. très peu de réactions collectives, c'est vrai. Stéphane Mallard, cité dans le livre, et cache « L'IA nous remplacera. Partout. Le remplacement cognitif serait plus rapide que d'autres types de remplacements dont on parle parfois. » C'est ce que suggère le livre, oui. Plus rapide, plus radical. Et cette passivité générale, c'est peut-être le signe le plus inquiétant. Sam Altman de PNI dit un truc du genre Oui, « On pourrait avoir une super intelligence, et pourtant, la vie semblerait toujours la même. » C'est ça qui est fou. une révolution silencieuse. Une glaciation cognitive. On se laisse faire sans s'en rendre compte. Le fait qu'il n'y ait pas de panique générale, pour les auteurs, c'est peut-être le signe que c'est déjà joué. L'histoire nous donne des exemples de ça, des institutions qui voient pas venir la rupture. Bien sûr, l'Église face à Copernic,
L'aristocratie en France avant 1789, elles sont aveugles au changement. Et aujourd'hui, ce serait le monde académique, les institutions, qui peinent à voir l'ampleur du truc. C'est l'analyse. Cette inertie serait la preuve que la révolution est déjà là, sous nos yeux. Pourtant, il y a des signes économiques, non? Plus concrets? Le livre parle des bureaux versus les data centers. Oui, c'est un indicateur frappant aux États-Unis. Depuis fin 2022, l'investissement dans la construction de bureaux s'effondre. Alors que celui des data centers explose. Exactement. Les courbes se seraient croisées à l'été 2025. C'est symbolique, hein? L'intelligence quitte les bureaux. Pour aller dans les serveurs. Voilà. Et les sommes investies là-dedans, c'est colossal. Meta, OpenAI, avec Oracle et SoftBank, on parle de centaines, voire de milliers de milliards. Une réallocation massive de capital Clairement. vers la puissance de calcul pour l'IA. Mais cette IA, elle va pas rester juste dans les serveurs, derrière nos écrans. La prochaine étape, c'est L'incarnation, les robots. c'est la suite logique, oui. La fusion IA et robotique. On passe d'une IA qui pense et parle à une IA qui agit, dans le monde réel. Et pourquoi des robots humanoïdes? C'est pragmatique. Notre monde est fait pour nous, pour des humains, avec nos meubles, nos outils, nos portes. Un robot humanoïde, c'est le plus adapté pour interagir avec cet environnement. Sam Altman imagine même un abonnement ChatGPT avec un robot inclus. Oui, l'idée d'un cerveau et d'un corps externalisé, en location en quelque sorte. Et on voit les progrès, c'est vrai. Tesla Optimus, Figure AI. Ça avance très vite. Le livre mentionne même une opération chirurgicale complexe, sur un porc, réussie par un robot piloté à 100% par IA en juillet 2025. C'est une étape. L'impact sur les métiers manuels, l'école bleue, serait énorme du coup. Oui, c'est vu comme une solution aux pénuries de main-d'œuvre, dans le soin, la logistique, le bâtiment. Il y a aussi un enjeu géopolitique, non? Moins dépendre de la main-d'œuvre étrangère? Certainement, réduire la dépendance, notamment vis-à-vis de la Chine pour certaines productions. Le scénario, c'est un robot ouvrier, mais connecté aux meilleures IA. Exactement. Il aurait les capacités manuelles, peut-être meilleures que les nôtres, et en plus l'accès instantané à une expertise cognitive énorme. Un ouvrier qui a le savoir d'un polytechnicien en gros. C'est l'image, oui. Elon Musk va très loin, il parle d'1 milliard de robots en 2040, et selon lui, plus aucun humain ne serait compétitif. Ça brouille complètement la frontière entre manuel et intellectuel, ça. Totalement. Le robot qui nettoie les vitres pourrait, si besoin, comprendre la physique quantique. C'est un autre monde. Ce qui nous amène à la deuxième partie là, le déclassement de l'intelligence humaine elle-même. Et là, le constat du livre est assez dur. Oui, l'idée c'est que notre cerveau, ce chef-d'œuvre de l'évolution, serait dépassé par sa propre création. Pourquoi? Quelles sont ses limites? Ses limites biologiques. Il est fait pour la survie, rapide, intuitif, mais du coup, biaisé. Il n'est pas fait pour la connaissance pure qui demande de la lenteur, de la rigueur. Et puis, il y a les contraintes physiques. Oui, il consomme beaucoup d'énergie, la vitesse des neurones est bien plus lente que l'électronique, la taille du crâne est limitée. Sans parler de nos biais cognitifs, nos émotions, l'ego. Et puis cette difficulté à transmettre le savoir. Chaque génération doit tout réapprendre, ou presque. L'IA, elle, apprend une fois pour toutes ses copies. C'est cruel comme paradoxe. L'organe qui crée l'IA est rendu obsolète par elle. C'est un peu ça. Et face à ça, l'idée de l'humain augmenté fait son chemin. C'est-à-dire? Avec des implants, genre Neuralink. Oui, Alexandre Wang de Scale AI, maintenant chez Meta, est cité. Il aurait dit envisager de retarder la naissance de ses enfants pour attendre ces technologies, pour les connecter à l'IA dès le départ. Comme un sixième sens. Ça fait froid dans le dos quand même. Les questions éthiques sont énormes. Le risque d'eugénisme? Il est là, oui. Sélectionner des embryons pour le QI, un sondage US cité montre que 28% des gens seraient prêts à envisager des modifs génétiques pour la réussite scolaire. Et en Chine, il commence déjà l'IA à 5 ans. Oui, on voit se dessiner une nouvelle fracture. Plus seulement riche-pauvre, mais augmenté, non augmenté. Ceux avec un adossement cognitif non humain, comme dit le livre. Exactement. Et les autres, les naturels, quelle société ça prépare? Et pour ces naturels, le risque de déclassement au travail est majeur, d'après les auteurs. Oui, car l'intelligence devient une commodité, abondante, bon marché, donc l'intelligence humaine normale perd de sa valeur. Et cette fois, ce sont les cols blancs qui sont en première ligne. C'est ce qu'ils soutiennent, oui. Les tâches intellectuelles, analyse, rédaction, code, tout ça est massivement automatisable. Le livre donne des exemples, des citations.
Plein. Robert Smith de Vista Equity qui voit 60% des jobs financiers disparaître. Le PDG de Ford qui pense remplacer la moitié de ses cols blancs. Shopify qui dit vérifier si une IA peut le faire avant d'embaucher. David Autor du MIT parle de commoditisation du savoir. Nadella et Zuckerberg qui affichent les pourcentages de code générés par IA. C'est une tendance lourde. Et ça touche particulièrement les postes juniors. Ah oui? Pourquoi eux spécifiquement? Parce que leurs tâches typiques, faire des synthèses, des recherches, préparer des PowerPoint, analyser des données simples, c'est exactement ce que l'IA fait très bien, très vite. McKinsey qui déploie 12 000 agents conversationnels. Voilà. Et la question qui tue, c'est et si les jeunes ne font plus ces tâches formatrices, comment ils deviennent seniors? Comment ils acquièrent l'expertise, le jugement? L'expertise humaine, l'intuition, l'expérience. Ça reste une valeur refuge. Pour l'instant, oui. Mais pour combien de temps? Et surtout, comment on la renouvelle si on coupe la base de l'apprentissage? C'est un vrai risque. Mais le livre ne dit pas que c'est la fin du travail. Si, Non, non. Il rappelle que cette peur revient à chaque révolution technologique, depuis l'Antiquité en fait. c'est juste qu'on manque d'imagination pour voir les nouveaux métiers. C'est souvent ça. Le livre esquisse des pistes. Designer de bébés, neuroéducateur, coordinateur d'IA, éthicien. Des choses qu'on imagine à peine aujourd'hui. Les compétences changeraient. Moins d'exécution, plus d'exploration, de créativité, d'orchestration d'IA. Oui, l'humain comme aiguilleur d'un essaim d'intelligence. C'est une belle image. La collaboration homme-machine devient clé. L'AEGX, l'Agentic Experience. Oui, dialoguer avec l'IA, lui faire confiance, savoir la guider, la contrôler. Certains dans la Silicon Valley sont même très optimistes. Ils parlent de croissance folle. Altman et sa Gentle Singularity, Jensen Huang qui dit que 100% des jobs vont changer. Le travail ne meurt pas, il mute, profondément. Mais cette mutation fait mal. C'est la fin de certains privilèges. Même l'intuition est concurrencée. Oui, les IA trouvent des corrélations invisibles pour nous, génèrent des idées inattendues. C'est une blessure narcissique pour les élites intellectuelles. Celles issues de la méritocratie scolaire, dont la compétence technique est banalisée d'un coup. Exactement. Le livre parle du risque de surproduction d'élites frustrées, un facteur d'instabilité. Et au-delà du travail, il y a le risque pour notre cerveau, l'atrophie cognitive, la lobotomie numérique. C'est un danger réel. L'anecdote du chauffeur de Max Planck qui récite les conférences sans rien y comprendre. C'est l'image du savoir superficiel. Oui, une étude du MIT est citée, suggérant qu'utiliser trop l'IA pourrait affaiblir nos propres connexions neuronales, créer une dette cognitive, même s'il faut être prudent avec une seule étude. Ça rappelle les craintes de Nicolas Carr sur Internet, non? La fragmentation de l'attention, la perte de la pensée profonde. Tout à fait. L'IA pourrait amplifier ça et accentuer la polarisation. L'étude du MIT suggère que l'IA aide les forts, mais affaiblit les faibles, les rend dépendants. On voit déjà ça avec Google, les recherches sont pas les mêmes selon les milieux sociaux. Oui, et avec ChatGPT, ça pourrait être pareil. Certains l'utiliseront pour des trucs basiques, d'autres pour décupler leur puissance intellectuelle. L'IA s'adapte à l'utilisateur Et creuse l'écart. voilà. Les auteurs rappellent les déceptions passées, la TV culturelle, le livre de poche, Wikipédia. L'accès facile ne suffit pas. Le savoir facile est dévalorisé. L'IA pourrait être la 4e déception. Ce qui nous amène à l'enseignement supérieur. Le cœur du livre, finalement. Et le constat est sévère, hein. L'université allait déjà mal avant l'IA. Oui, c'est ce qu'ils disent, déconnexion du monde du travail, filière rigide, savoir parfois dépassé. Le diplôme lui-même était déjà questionné. Une relique barbare selon Keynes. Un simple signal pour Kaplan, un rite social. C'est ça. Et en parallèle, une baisse du niveau objectif mesuré par PISA et d'autres enquêtes. Et l'IA arrive là-dessus comme un coup de grâce. Un accélérateur de crise, en tout cas. Elle rend les cursus obsolètes encore plus vite. Imaginez l'otature, ce qu'on apprend en première année de droit ou de finance. Et déjà automatisé avant la fin des études. Voilà, elle pousse à la paresse. À quoi bon bosser si l'IA fait mieux? Et la triche devient quasi indétectable. L'exemple de l'examen à Bruxelles. Oui, où le prof a dû jeter l'éponge. Le risque, c'est un grand théâtre vide. L'IA note des devoirs faits par l'IA. Une dépossession graduelle, dit un auteur cité. L'humain mis sur la touche dans la production du savoir. Oui, l'université deviendrait juste un lieu de rituels sociaux. Face à ça, il y a des résistances, j'imagine. Les habitudes, les statuts. Bien sûr. Et
la complexité de certaines tâches humaines, la messiness frontière. Ça résiste un temps. Mais les auteurs alertent sur 2 dangers. Le repli, Le mur de Berlin numérique. voué à l'échec. Ou alors, transformer la société en une sorte de grand centre d'aide par le travail, où l'éducation serait juste une occupation. Mais il y a aussi des opportunités, non? L'IA pour l'éducation? Immense. C'est peut-être là que l'IA peut être la plus bénéfique. Résoudre enfin le problème des 2 sigmas de Bloom. C'est-à-dire? Offrir un tuteur personnalisé à chacun. Exactement. Ce qui, d'après Bloom, change tout en termes de résultats. Des études pilotes à Harvard au Nigeria le montrent déjà. Des tuteurs IA donnent des résultats spectaculaires. Et le prof dans tout ça, il devient quoi? Il change de rôle. Il n'est plus celui qui donne le savoir. Il devient coach, guide, mentor. Sa valeur, c'est la motivation, l'esprit critique, la méthode, l'accompagnement de l'étudiant avec l'IA. Oui, l'IA libère du temps aux profs pour faire ce qui compte vraiment. L'interaction humaine de qualité. La classe inversée mais généralisée. Mais en attendant que les institutions bougent, ce qui risque d'être lent, que faire individuellement? C'est là qu'arrive la proposition forte du livre. Se voir comme une start-up cognitive. Une start-up cognitive, c'est-à-dire? Le constat est un peu dur, hein. Les jeunes sont un peu lâchés, l'université suit pas assez vite, l'entreprise forme moins car tout change trop vite. Donc il faut prendre les choses en main soi-même. Voilà, faire son propre audit. Où suis-je fort, où suis-je faible par rapport à l'IA? Et viser non pas l'excellence académique classique, mais la non-substitutivité. Développer ce que l'IA ne fait pas. Ça demande une autre attitude. Plus. Dur. Oui, il parle de devenir un spartiate du savoir. Apprentissage continu, discipline, rigueur. Rejeter la facilité que l'IA propose. Lutter contre la paresse cognitive. L'avenir serait plus inégalitaire alors? Réussir dépendrait plus du caractère, de l'autodiscipline? C'est ce qui se dessine, oui. Une nouvelle aristocratie naturelle basée sur l'adaptation et la force mentale face à la machine. Alors, concrètement, comment on fait pour réussir en 2040? Le livre donne des commandements. Oui, 14. On va pas tous les lister, mais l'idée générale, c'est que ça dépend moins de ce qu'on sait Car l'IA peut le fournir. que de comment on fonctionne, intellectuellement et humainement. Le premier poil, j'imagine, c'est savoir utiliser l'IA. Dialoguer avec les machines, oui. Devenir un chef d'orchestre mental. Le prompt engineering, c'est important, mais ça suffit pas. Il faut savoir quoi demander et juger la réponse. Ensuite, Apprendre à apprendre, c'est la compétence clé. Et apprendre en continu. C'est plus une phase, c'est un mode de vie. et surtout, refuser l'abdication cognitive. Exactement. Lutter contre la facilité, garder son esprit critique, résister à l'humiliation cognitive. Et paradoxalement, ils insistent sur l'histoire, la culture générale. Bruit intelligent, trier l'info dans l'avalanche de contenu IA, la curatocratie. Un conseil pratique, régler son IA pour qu'elle soit exigeante. Un Jiminy Cricket. Oui, pas un assistant flatteur. Et viser la compétence réelle, pas juste le diplôme. Montrer ce qu'on sait faire. Le proof of work. Avec des projets, des publications. Voilà, GitHub, Substack. Et adopter une posture de braconnier intellectuel. Apprendre en faisant, hors des sentiers battus. Profiter des opportunités de création que l'IA facilite. Oui, et pour ça, utiliser les meilleures ressources mondiales. Les MOOCs, les experts en ligne, l'IA comme partenaire, pas comme béquille. Et ne pas oublier les humains, le réseau. Fondamental. Travailler son réseau. Rencontrer, échanger, trouver des mentors. Et enfin, rester incarné. Le contact réel, la parole, le corps. Dans un monde virtuel, ça devient crucial. Les relations humaines authentiques. Le livre propose aussi des pistes pour un nouveau contrat éducatif. Des droits de l'étudiant, Oui, rapidement, ils évoquent 8 droits. Accès équitable à l'IA éducative, apprentissage personnalisé, liberté cognitive, mentorat humain augmenté, portabilité des données, neutralité, pluralisme des IA, confidentialité, droit à l'oubli. L'égalité face à la neuro-augmentation est un enjeu clé. Bon, si on résume le message principal de tout ça, Oui, c'est que le modèle des études comme avant, c'est fini. c'est ça. L'avenir, c'est l'apprentissage permanent, agile, autodirigé et augmenté par l'IA, utilisé intelligemment. L'homo dicens, l'humain qui apprend tout le temps. Voilà, la clé, c'est plus d'accumuler des savoirs figés, mais de développer la capacité d'adaptation, l'esprit critique face à la machine. Et pour finir, une question pour faire réfléchir, inspirée du livre. Oui, si l'IA peut tout nous apprendre, tout nous expliquer, mieux que n'importe quel prof, peut-être même avant qu'on pose la question, qu'est-ce qui va nous motiver, nous,
à faire l'effort d'apprendre, à chercher du sens. Le désir de comprendre, ce moteur de la connaissance, est-ce qu'il va survivre à la facilité? Bonne question. Si on externalise toute l'intelligence utile, quelle sera